Alors bonjour et bienvenue, merci d'être venus aussi nombreux quand même, c'est la salle la plus remplie qu'on a vue jusqu'à présent, alors on est très contents. Ouais. Hein. Donc on est Respire, donc l'association écologique de l'ESP. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, alors on est deux représentants, il y en a encore dans la salle et il y en a encore d'autres pas ici. Et donc c'est nous qui avons assuré l'organisation de cette semaine de la durabilité. Donc c'est un événement national qui mobilise cette année 14 hautes écoles et universités de Suisse. Et ça a débuté, je crois, en 2012, si je ne me trompe pas, à Zurich. Donc ça prend gentiment de l'ampleur. Et nous, on va clôturer cette semaine après être passé par les conversations carbone, qui avaient plus ou moins une manière de changer son mode de vie de façon concrète et durable. On a aussi eu un échange avec deux rédacteurs du journal Moins, d'écologie politique, qui nous a fait découvrir la notion de décroissance et aussi de sobriété. Ensuite, on a eu la présentation du mouvement Extinction Rebellion, qui prend son origine à Londres et qui a attiré notre attention sur le risque d'extinction du vivant, donc par extension, nous, les êtres humains aussi, on est touchés par ça. Bien sûr, ça nous a questionné, sensibilisé aux questions de l'anthropocentrisme. Et ce midi, on a eu aussi la présentation de Magali Portier, qui est ici présente, par rapport au travail social vert, et qui tend quand même à changer un peu les pratiques existantes dans ce domaine-là. Et moi, je ne sais pas où vous en êtes avec toutes ces questions. Moi, ça me turlupine dans la tête depuis un bon moment maintenant. Et moi, je me demande si on ne se retrouve pas immanquablement quand même dans ce qu'on pourrait appeler un mauvais temps, un peu comme aujourd'hui. Mauvais temps, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Gérard Dubay et Pierre de Jouvencourt, qui sont respectivement sociologues et philosophes. Ouais, je me demande comment est-ce qu'on peut sortir de ce mauvais temps, et peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir se pencher un peu sur une des causes qui nous a amené à ce mauvais temps. Peut-être pas celui-là, justement. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Jessica. Je profite de vous remercier encore une fois d'être venue. Merci de m'avoir invité. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont contribué à cette semaine de la durabilité. Move Burkina avec le vide dressing, le groupe biblique pour les deux super petits déjeuners qu'ils nous ont fait mardi et jeudi. Et on a encore bien sûr le réseau de compétences genre et travail social à remercier qui nous ont permis de préparer cette conférence. Et... Merci. Donc du coup, je vais présenter Catherine Leraire, qui est philosophe et professeure émérite à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est bien juste. Et du coup, elle est spécialiste de philosophie morale et politique. Elle s'intéresse aux questions éthiques et politiques liées à la crise environnementale et aux nouvelles technologies. Elle a notamment été présidente de la Fondation de l'écologie politique de 2013 à 2016 et a publié plusieurs ouvrages concernant l'écologie, l'environnement, l'éthique, mais aussi concernant la politique et son rôle majeur dans les catastrophes environnementales auxquelles nous faisons face. Dans le cadre de cette fondation, elle a aussi co-dirigé avec Rémi Beau un ouvrage collectif s'intitulant Penser l'Anthropocène, et étant sa dernière publication. Et en plus de l'Anthropocène, parmi ses publications les plus récentes, elle a cherché à montrer les relations entre les inégalités sociales et environnementales et leur indissociabilité. Ce soir, elle va nous parler d'écoféminisme. Je vous laisserai découvrir avec elle plutôt, je ne vais pas m'annoncer là-dessus. L'écoféminisme qui est un autre de ses axes de recherche. À ce propos, on a trouvé intéressant avec Sam de quand même dire ça avant la présentation, de revenir sur les deux grèves qu'il y a maintenant sur l'espace public et le discours politique,
qui sont donc la grève du climat qui aura lieu demain, que je vous invite tous et toutes à venir. Donc c'est à 10h30 à Lausanne, jusqu'à midi, vous venez. Et la grève des femmes, donc du 14 juin, qui est en cours de préparation. Voilà. Et donc on trouvait intéressant qu'on réfléchisse aussi à leur convergence et voilà, qu'elles arrivent tout au même temps. Est-ce qu'il y a un lien? Enfin, voilà. Peut-être qu'on pourra parler de ça à la fin de la conférence. Et donc pour revenir, comme Sam a déjà parlé de l'organisation, donc nous cherchions à lier les questions environnementales avec nos sujets d'études, enfin notre domaine d'études. Et donc ça nous a amené à collaborer avec le réseau compétences de genre et travail social, le GET, et qui est l'un des 3 réseaux de compétences de l'école. Et aussi le collectif ESP pour la grève du 14 juin, dont plusieurs membres de Respire font aussi partie de ce collectif, dont moi. Et donc, étant donné voilà, cette participation, on soutient cette conférence. Et une de nos actions de ce collectif est de faire une action symbolique chaque 14 du mois, jusqu'au 14 juin, qui est donc le jour de la grève. Et donc, comme vous pouvez remarquer, on est le 14 mars. Donc, ça tombe très bien que cette conférence sur l'écoféminisme tombe ce jour-là. Et voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Catherine Larrey. Merci. Bien, bonjour à tous, merci de l'invitation, je suis très contente d'être là, je suis toujours contente quand je viens à Lausanne, ça m'arrive de temps en temps et ça me fait plaisir. Est-ce que vous m'entendez au fond? Oui. J'ai pas besoin de prendre de micro? Bon. Donc, oui, je vais vous parler de l'écoféminisme. Bon, on va voir. Ça chauffe. On va voir ce qui se passe. De toute façon, bon... ouais, ça va venir, ça va venir. Donc, je vais vous parler... Oui, je serai peut-être mieux debout, vous verrez mieux au fond. Je vais vous parler de l'écoféminisme et je voudrais quand même... Ouais, c'est pour ça que j'en avais besoin. De la... Ah oui, attendez, je le mets en diapo. Excusez-moi, si j'y arrive. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà, c'est la citation que j'ai retenue. Alors, Ariel Salé est une militante américaine, écoféministe, une des fondatrices de ce mouvement dont je vais vous parler. Et si j'ai pris cette question, hein, pourquoi sont-ce habituellement des femmes et non des hommes qui s'engagent plus volontiers bénévolement dans les mouvements environnementaux, bon, ce qui a un aspect un peu provocateur, c'est pour dire que ce dont je vais vous parler, c'est pas simplement la défense des droits des femmes sur le plan écologique, c'est bien effectivement la présence des femmes dans les mouvements écologiques et la façon dont ça transforme les luttes écologiques, la façon dont on réfléchit sur ces luttes écologiques. C'est aussi parce que, bon, pendant ces dernières années, parler d'écoféminisme en France, et je vais supposer que la Suisse c'est pareil, hein, les gens ne connaissaient pas. Et c'est un peu en train de changer. Et je vais prendre deux exemples récents. Hein. Je savais que j'allais vous faire cette conférence et donc j'ai entendu ce que je vais vous raconter avec une oreille particulièrement intéressée. C'était le 8 mars dernier, donc le jour des femmes, et à France Inter, la radio française la plus écoutée le matin, Ségolène Royal, qui, comme vous le savez peut-être, a été ministre de l'écologie quand François Hollande était président de la République et qui était ministre de l'écologie quand il y a eu la COP21 à Paris, au Bourget, a annoncé un livre qui allait paraître et a évoqué
thème dont je vais vous parler, effectivement, de la convergence des points communs entre les luttes des femmes et les luttes environnementales. Et le lendemain, donc le 9 mars, donc toujours dans la foulée du 8 mars, toujours à la même radio, bon c'est celle que j'écoute le matin, il y avait Michèle Rivasi. Alors Michèle Rivasi est une députée européenne d'Europe Écologie Les Verts, et elle aussi, hein, elle a insisté là-dessus. Hein, elle connaissait sans doute pas cette citation d'Ariane Salé, mais elle a dit quelque chose du même genre. Il y a une présence importante des femmes dans les mouvements écologiques. Et comme le journaliste lui demandait, le journaliste qui l'interrogeait lui disait « Mais pourquoi ?» Elle a donné 2 réponses. Elle a dit parce que, premièrement, les femmes, c'est la vie. Et deuxièmement, parce que les femmes sont des médiatrices. Alors, vous verrez que la première réponse, les femmes, c'est la vie, nous, les femmes, nous sommes la vie, pose problème, disons. On va voir. La deuxième, les femmes sont des médiatrices, c'est peut-être plus obscur, je pense que c'est plus vrai. Donc, je voudrais faire cette présentation de l'écoféminisme, des écoféminismes, en ayant en tête, hein, qu'est-ce qui fait que les femmes s'engagent dans les mouvements écologiques et qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça permet de comprendre. Donc je ferai ça en 3 temps. Je vais vous donner des éléments de référence pour comprendre de quoi on parle quand on parle d'écoféminisme. Et puis j'aborderai 2 thèmes qui, vous allez voir, sont liés à la question de l'écoféminisme. La question de la nature, hein, en quoi l'écologie a rapport à la nature, qu'est-ce que le féminisme écologique apporte à la question de la nature, et puis par rapport à la question que j'ai posée, hein, alors on a dit beaucoup trop sans doute que la présence des femmes en politique c'était faire de la politique autrement. Est-ce que ça a un sens du point de vue de la présence des femmes dans les mouvements écologiques? Donc des éléments d'histoire rapidement, hein. Alors pour une fois, le terme a été inventé par une Française qui s'appelle Françoise d'Aubonne, qui en 1974 publie un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort ». Alors 1974, c'est quoi? C'est le moment où il y a à la fois bon, je parle de la France, de l'Europe, je pense qu'en Suisse c'est pas très différent. Je sais que la Suisse est en Europe, mais bon, ça dépend de quelle Europe on parle. Et c'est les années 74, on a à la fois le développement des mouvements féministes en France pour l'avortement, la mise en place d'un certain nombre d'organisations féministes. On a les débuts du mouvement écologique, hein, après 1972, le rapport Meadows, c'est là que ça commence à se développer en France. En 1974, c'est là que René Dumont sera candidat à la présidence de la République, et René Dumont a écrit un livre qui s'appelle « L'utopie ou la mort », hein, sur des questions de démographie. Donc est-ce que c'est là que Françoise d'Aubonne trouve son titre « Le féminisme ou la mort ». En tout cas, là, elle parle d'écoféminisme, et disons, ce qu'elle met en cause, c'est ce que dans les mouvements féministes on appelle le patriarcat. C'est-à-dire que elle fait apparaître quelque chose qui est effectivement du caractéristique de l'écoféminisme, qui est de mettre en rapport la domination des hommes masculins sur les femmes et la domination des humains sur la nature. Hein. Et donc, dans le patriarcat, elle voit à la fois ces 2 dominations, et suivant une expression qu'on employait plutôt à la fin du 19e siècle, elle appelle les femmes à la grève des ventres.
l'idée, le féminisme ou la mort, et c'est le moment où la question, on pense que la question de la démographie, enfin la question écologique très liée à la question démographique, elle appelle les femmes à cesser d'avoir des enfants. Alors, il va y avoir un petit mouvement autour de Françoise d'Aubonne. Alors Françoise d'Aubonne, elle meurt en 2005, hein, elle est née en 19... C'est quelqu'un qui écrit énormément, bon, elle n'est plus très connue maintenant, mais bon, ça va disparaître. Hein. Quand je vous dis en France, on ne connaît pas Françoise d'Aubonne, et le terme d'écoféminisme, jusqu'il y a peu, ne disait pas grand-chose, ou rien. Le terme réapparaît aux États-Unis à la fin des années 70, au début des années 80. Alors, c'est sûr que Françoise d'Aubonne est la première à parler d'écoféminisme. Est-ce que les Américaines ont emprunté le terme? Est-ce qu'elles l'ont réinventé? C'est très possible. Hein. Il n'y a pas... Bon, peu importe. Hein. Mais si vous voulez, dans sa construction, c'est ce qu'on appelle un mot valise. Hein. C'est une façon de faire avec deux mots, dont un tronqué, un mot entier, comme biodiversité, écoféminisme. C'est beaucoup plus une façon anglaise de construire des mots nouveaux qu'une façon française. Ça n'a pas grande importance. En tout cas, je vous ai donné deux références fondatrices, hein, puis des gens... Un congrès... Women and Life on Earth, les femmes et la vie sur Terre, qui se tient donc à l'est des États-Unis en 1980, où ces thèmes, donc les femmes et la Terre et la vie, hein, vont être abordés. Et puis, bon, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais d'ailleurs, Inestra, oui, Inestra, je pense. Inestra King, je retiens le titre, hein, parce que je m'en suis servi sans m'en rendre compte pour un article d'ailleurs, vers un féminisme écologique et une écologie féministe, hein, les deux façons de lier écologie et féminisme. Donc à partir de là, je dirais le terme d'écoféminisme, le terme d'écoféminisme est pris par les anglophones, si je puis dire. Donc, d'où le fait que je l'ai mis en anglais là. Qu'est-ce que ça recouvre? Alors, ce qu'il faut voir tout de suite, c'est que ce n'est pas un mouvement, c'est un ensemble de mouvements, avec, comme toujours d'ailleurs, il peut y avoir des conflits assez violents entre différentes tendances. Hein. Je ne les développerai pas, mais il y en a. Disons, on peut distinguer trois grandes tendances, trois grands secteurs, qui peuvent se recouper. Hein. Alors, il y a d'abord un mouvement politique, et juste après la conférence, enfin le colloque Women and Life on Earth, annonce, et c'est de là souvent qu'on fait démarrer l'écoféminisme, la marche des femmes sur le Pentagone, à Washington, donc, le 17 novembre 1980, qui est une manifestation de femmes anti-nucléaires et anti-militaristes. Hein, donc là, ce nous, hein, et aussi des formes d'action qui vont servir ensuite de référence à l'écoféminisme. Mais il y a quantité d'autres mouvements qui peuvent se réclamer, donc si vous voulez, qui lient une thématique féministe et une thématique écologiste. C'est aussi dans les États-Unis des années 60, 70, 80, hein, après le New Age californien, il y a des communautés à la fois féministes et qui s'installent dans l'Oregon, enfin dans des endroits pas très habités. Donc il y a quantité de mouvements. Alors j'en ai retenu un deuxième type de mouvement, parce que je vous en reparlerai, il est extrêmement important. C'est dans les années 80. Ça se passe un petit peu partout aux États-Unis, où vous avez des mobilisations de résidents
dans des lieux, c'est ce qu'on appelle grassroots en anglais, hein, des mobilisations populaires locales sur des questions de pollution. Alors ça peut être, on découvre qu'une école est construite sur un site complètement contaminé et les enfants sont malades. Ça peut être un projet de dépôt de déchets toxiques dans un lieu précis où habitent des gens, et se forment des mobilisations pour dénoncer ces pollutions. Et dans ces mobilisations, il y a très souvent une majorité de minorités ethniques, hein, comme on dit aux États-Unis, ou même raciales. On va parler de racisme environnemental, hein, de fait que les minorités ethniques sont plus exposées aux problèmes de pollution que les blancs. Et il y a une majorité de femmes. Hein. Donc ces mouvements de justice environnementale qui représentent... Alors, Jessica a dit que j'avais travaillé sur les inégalités environnementales, donc ils sont très importants dans la réflexion sur les inégalités environnementales. Je les inclus là-dedans, parce que je vous dis, ces mouvements sont en majorité les militantes les plus actives, enfin ce sont des militantes actives, et ça va être aussi un élément important dans la mobilisation écoféministe. Ça, c'est donc un premier courant. Alors, il y a un autre courant qu'on peut désigner comme écoféminisme culturel. J'emprunte d'ailleurs l'expression à Caroline Merchant que je l'ai présentée. Alors, c'est une réflexion beaucoup plus théorique. C'est pas, bon, ça peut être aller avec des mouvements militants, mais c'est beaucoup plus une réflexion, publication, etc. Et cette réflexion élabore ce à quoi j'ai fait référence rapidement, sur l'idée que l'écoféminisme, c'est la mise en évidence de deux dominations, qu'on pourrait dire croisées, hein. Donc la domination des hommes masculins sur les femmes, le patriarcat, et la domination des hommes sur la nature. Et alors, j'ai mis en tête le livre de Caroline Merchant. J'aurais dû enlever mes parenthèses, j'ai fait mal ma copie, qui a écrit un livre, un excellent livre, malheureusement n'a jamais été traduit en français, The Death of Nature, hein, la mort de la nature, les femmes, l'écologie et la révolution scientifique. Elle publie, donc c'est tôt, hein, elle publie en 1980. Alors c'est une étude de la modernité européenne, beaucoup autour du philosophe anglais Francis Bacon, où elle montre deux transformations qui arrivent en même temps et qui sont très, très liées. D'une part, la transformation scientifique, qui va passer d'une vision organique de la nature qui domine depuis l'Antiquité au mécanisme moderne, hein, et d'autre part, des transformations du statut de la femme. Et elle va montrer que, et du coup, on va passer, si vous voulez, d'une vision de la nature, de la mère nature, hein, de Mother Earth, hein, le Pachamama qu'on retrouve actuellement, qui passe par un certain respect de la nature, à l'idée, bon, Bacon et puis Descartes, Galilée, etc., que il n'y a pas de nature à proprement parler, il y a une matière inerte dont on peut faire ce qu'on veut. Et elle montre comment et que là, ça va transformer le rapport à la nature, et elle montre comment les femmes à la fois servent de métaphore pour dire ce qu'on va faire à la nature, et en même temps se fait un rapprochement des femmes et de la nature qui rend plus facile la domination des femmes. Donc c'est cette transformation conjointe du rapport aux femmes et du rapport à la nature dans une modernité à la fois scientifique et capitaliste, hein, qui fait
l'extrême intérêt du livre de Caroline Merchant. Alors, en même temps, une autre philosophe, disons, Karen G. Warren, bon, elle a écrit d'autres articles, hein, mais bon, vous voyez qu'on n'emploie pas tellement écoféminisme encore, hein, ecological feminism. Bon, c'est petit à petit qu'on va se mettre à parler de féminisme. Et une autre, alors elle est Val Plumwood, elle est australienne, une autre philosophe, vont étudier ce qu'elles appellent le cadre conceptuel de cette double domination des hommes sur les femmes et des hommes sur la nature. Ce cadre conceptuel, quel est-il? Elles vont montrer que la distinction homme-femme ou homme-nature, cette distinction dualiste, hein, il y a distinction de genre, distinction entre les hommes et la nature, bon, qui telle qu'elle est neutre. Comment elles vont montrer comment c'est élaboré comme une hiérarchisation, hein, la supériorité des hommes sur les femmes, la supériorité, la puissance, hein, la maîtrise des hommes sur la nature, et que cette hiérarchie conduit à une subordination. Donc elles vont montrer le cadre conceptuel qui va faire des femmes et de la nature des êtres subordonnés, soumis, hein, et dominés. Alors cette réflexion, donc menée par bon, je vous ai donné deux références. Bon, parce que c'est des articles de référence, mais il y en a quantité d'autres. Hein. J'aurais pu mettre Ariel Salé, que je vous ai cité pour commencer, j'aurais pu mettre les articles d'Ariel Salé. Et alors, ce qui va se passer, c'est que, bon, vous voyez, on est dans les années 80, 90, hein, elles publient ça en 80. Bon, elles ont publié un peu avant, disons fin des années 80. Ce qui s'est passé par ailleurs, en même temps, c'est que depuis les années 70, s'est développée une réflexion morale qu'on a appelée l'éthique environnementale, qui se développe particulièrement aux États-Unis et dans les pays anglophones. Et cette éthique environnementale est réfléchie sur la dimension morale qu'il y a des rapports entre l'homme et la nature. Et l'idée, c'est que, bon, si les choses vont mal, hein, déjà on parle de crise, c'est que, eh bien, nous n'accordons pas de statut moral à la nature, nous considérons, bon, je vais montrer Caroline Merchant, la nature comme une ressource dont on peut faire ce qu'on veut. Et alors, des femmes comme Karen Warren ou Val Plumwood arrivent et disent, c'est le même milieu, et c'est pour ça, la revue d'éthique environnementale, c'est Environmental Ethics. Hein. Elle publie donc dans la revue de cette réflexion d'éthique environnementale en disant en gros, mais bon, vous voulez redéfinir les rapports de l'homme et de la nature, mais l'homme, vous avez un peu réfléchi de quel homme il s'agit, comment vous l'entendez? Et vous croyez vraiment que si vous ne réfléchissez pas au rapport entre les hommes et les femmes, vous allez pouvoir redéfinir les rapports entre l'homme et la nature? Donc elles vont, si vous voulez, toute cette réflexion sur le cadre conceptuel, elles vont l'introduire dans l'éthique environnementale en disant, ben, les deux dominations sont tellement liées que si l'écologie, hein, si je reviens à l'article d'Inestra King, je voulais pas. Ouais. Si je reviens à l'article d'Inestra King, hein, Toward an Ecological Feminism and a Feminist Ecology, elles vont dire, Karen Warren et Val Plumwood,
les écologistes devraient s'intéresser à la question féministe, et les féministes devraient s'intéresser à la question écologique. Les deux sont liés, il faut s'y intéresser en même temps. C'est ça l'écoféminisme. C'est cette idée qu'il faut traiter les deux choses en même temps parce que le féminisme et l'écologie, parce qu'elles sont liées. Bien. Dernier point, si on veut présenter l'écoféminisme, je reprends le titre de l'article d'Ariel Salé que j'ai cité pour commencer, c'est il n'est pas limité. Alors, il est peu développé en Europe, mais dans le reste du monde, il y a des mouvements féministes qui sont des mouvements écologiques et qui sont des mouvements anti-impérialistes ou post-coloniaux de ce point de vue-là. Alors, je donnerai deux références, mais il y en a beaucoup d'autres. Vandana Shiva, dont je pense que vous connaissez le nom. Ségolène Royal à la radio disait « Mais j'ai reçu Vandana Shiva à la COP 21. » Bon, et donc, qui écrit, et alors elle publie, Mariami, c'est une féministe allemande, elle publie un livre qui s'appelle Écoféminisme. Et puis, je reviendrai sur leur lutte. Ils sont à la fois féministes et écologistes. Et puis, au Kenya, Wangari Maathai, là aussi, alors c'est souvent des luttes contre la déforestation, des luttes de femmes contre la déforestation, et ça c'est très... Alors on trouverait des mouvements du même ordre en Amérique du Sud, et souvent aussi contre la déforestation. Et donc voilà un premier, je me rends compte que je parle pas assez vite, mais on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc voilà le premier tour d'horizon de l'écoféminisme, pour vous dire, bon, vous voyez, l'écoféminisme, c'est pas seulement la dimension féministe de la lutte environnementale ou des femmes qui défendent leurs droits sur les questions écologiques, c'est un mouvement qui, faisant converger les luttes féministes ou mettant les femmes dans la lutte environnementale, va transformer à la fois l'approche du féminisme et l'approche de l'environnement. Et c'est ces deux aspects que je voudrais montrer en prenant donc dans un premier temps bon, le thème écologique, qui est le thème de la nature, et qui a été une des raisons pour lesquelles on a beaucoup accusé l'écoféminisme d'essentialisme. Quand les femmes sont... Les écoféministes sont allés voir les spécialistes d'éthique environnementale, qui étaient des hommes. Ça s'est un petit peu passé comme si les femmes, la vie, arrivait en disant « la nature, c'est nous ». Bon, on va voir. Alors, je crois qu'il faut voir deux choses. Et ça peut expliquer le fait que l'écoféminisme, ça n'est pas très très connu dans les mouvements féministes. Je me souviens d'avoir regardé des dictionnaires du féminisme, et en particulier en anglais, qui sont souvent plus ouverts que les approches francophones. Il n'y avait rien sur l'écoféminisme. Alors je dis, c'est en train de changer. Mais pourquoi ? Parce que, je dirais, si on reprend la phrase hyper célèbre de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Les courants féministes se sont très souvent méfiés de la nature, pensant que, et à juste titre d'ailleurs, que c'était très souvent une façon de piéger les femmes. De dire qu'elles étaient inférieures parce qu'elles étaient femmes, qu'elles étaient prises dans des affaires d'enfants, de règles, de tout ce qu'on veut, d'allaitement, qui faisait qu'elles ne pouvaient pas faire le reste, qu'elles ne pouvaient pas s'occuper d'autre chose. Bon, donc il y avait une façon de dire l'infériorité des femmes en naturalisant les femmes. Donc, des écoféministes qui arriveraient en disant « nous les femmes, nous sommes la vie », et c'est pour ça que nous sommes bien, ça provoque ce que je vous ai dit, cette critique d'essentialisme. Alors, ce qu'il faut voir,
est, de ce point de vue-là, une réflexion et dans une anthologie de textes féministes qui a été publiée il y a 2 ans par Émilie H. J'ai fait la postface, c'est bien expliqué et développé, donc je reprends les arguments. Devant ça, devant cette idée que les femmes devraient se méfier de la nature, que franchement, ça a toujours été un instrument pour les... Quelle est la réponse des écoféministes? Je dirais elle est en 2 temps. Il y a un temps qu'on a montré, enfin qu'un certain nombre de sociologues ont montré, qu'on appelle le retournement du stigmate. Ah! Vous m'infériorisez en me disant que je suis naturel, eh bien je vais vous dire que je suis naturel, et je vais le retourner contre vous. C'est un peu ce que font les écoféministes quand elles disent aux hommes, la nature c'est nous. Ah! On nous dévalorise parce que nous sommes naturels, eh bien nous affirmons la nature. Mais disons qu'en faisant ça, ce retournement du stigmate, c'est finalement une autre nature qu'elles affirment. Et c'est pourquoi Émilie H., pour présenter son anthologie, a pris un des termes de ces écoféministes, qui est « reclaim », réclamer, refaire la demande. L'idée, si vous voulez, que développent ces écoféministes, c'est pourquoi on laisserait le monopole de la nature aux conservateurs. Pourquoi on vous dirait que la nature, c'est, comme faisait le mouvement de la manif pour tous, c'est un papa, un maman, un petit garçon et une petite fille. Pourquoi, si on est LGBT, lesbienne, gay ou autre, pourquoi on n'aurait pas droit à une nature? Pourquoi on laisserait le monopole de la nature à ceux qui en font uniquement une force conservatrice? Donc, le problème, c'est se reclaim, réapproprier la nature, mais une nature qui n'est pas celle qui permet de dominer, d'écraser. D'où la phrase que j'ai reprise à la préface d'Émilie H., donc dans Reclaim. Nous ne nous battons pas pour la nature, disent-elles, blanche, masculine, capitaliste, hétéronome, désagentivée. C'est un vilain mot, mais c'est une traduction. Nous sommes la nature, féministe, noire, sacrée, vivante, qui se défend. Et ça, c'est très... Alors, deux remarques là-dessus, c'est très courant, et ça fait un peu la différence du mouvement américain et du mouvement francophone. Là où les Français vous diront « voilà, la nature, c'est une construction sociale, on ne veut plus en entendre parler », les écoféministes anglophones et américaines vous diront « on ne veut pas entendre parler de cette nature-là, blanche, masculine, etc. Mais il y en a une autre, c'est la nôtre. Et on parlera de cette nature-là. » D'autre part, nous ne nous battons pas pour la nature, nous sommes la nature. Au-delà de l'écoféminisme, c'était ce que disait à Notre-Dame-des-Landes, à cet endroit où il y avait eu un projet d'installer un aéroport. C'est ce que disaient les zadistes, ceux qui occupaient Notre-Dame-des-Landes pour que l'aéroport n'ait pas lieu. Eux aussi disaient, nous ne nous battons pas pour la nature, nous sommes la nature. Et là aussi, c'est le passage de la conception dualiste, la nature c'est ce qui est extérieur à nous, et c'est cette conception dualiste qui est très nocive finalement, qui permet d'installer les dominations, à une autre conception, nous sommes la nature. Et de ce point de vue-là, vous voyez que dire nous sommes la vie, ça peut commencer à se comprendre. Plus précisément, alors, ça fait, si vous voulez, ça sur le plan de... Ouais. Ça fait ça sur la question féministe, donc la possibilité, dans un féministe
dans un féminisme, je reviens en arrière pour que vous ne regardiez pas trop la suite, dans un féminisme qui se méfie de la nature, de réinstaller la question de la nature, mais de façon critique. Et en particulier, ça permet d'aborder les questions du corps. Hein. Et on verrait, sur la question de l'écoféminisme, je me suis un peu occupé d'une étudiante de Sciences Po qui a fait son mémoire de master là-dessus, sur les questions d'accouchement. Il peut y avoir une vision écoféministe de l'accouchement, de dénonciation du pouvoir médical qui a été pris sur les accouchements. Donc là, ça permet de reprendre des éléments qui, dans un féminisme plus traditionnel, ne sont pas abordés. Mais ça change aussi, je reviens à ce que j'avais mis, mais ça change aussi la vision de l'environnementalisme. Alors j'ai mis wilderness parce que, bon, ça a été la forme classique de protection de la nature aux États-Unis, hein, à partir du 19e siècle. Bon. Et c'est l'idée que le Sierra Club et l'éthique environnementale dont je vous ai parlé était une éthique de la wilderness. Hein. Respecter la nature, c'est y aller le moins possible, laisser le sauvage se développer, c'est la politique des parcs nationaux, c'est le Wilderness Act de protection de la nature aux États-Unis. Et eh bien, l'écoféminisme va proposer, ne va pas seulement dénoncer la construction sociale, on peut le montrer, hein, la construction sociale qu'est la wilderness, va proposer une autre nature. Alors, pour vous présenter ça, je vais partir d'une histoire. Alors ça intervient dans ces mouvements de justice environnementale dont je vous ai parlé. Donc ces militants locaux, principalement des femmes, qui se mobilisent sur des problèmes de pollution. Et là, ça se passe à... Alors, Giovanna Di Chirico, c'est la journaliste, philosophe qui va présenter ça. Ça se passe à Los Angeles, dans une banlieue de Los Angeles, à la fin des années 80, au début des années 90. Il y a un projet de faire une usine de retraitement de déchets dans cette banlieue. Et les gens les responsables du projet arrivent avec des belles maquettes, et ils disent, mais vous voyez, ça va. Et bon, ils s'adressent aux habitants qui sont là. Et celles qui sont là, c'est des femmes. Et ils leur disent, mais vous voyez, ça va apporter du travail pour vos maris, et puis on va faire tout autour, on va faire des espaces verts, comme ça vos enfants viendront jouer, c'est vraiment bien ce qu'on fait. Alors ces femmes se renseignent, et elles se rendent compte qu'en fait, ça serait un site extrêmement pollué et polluant, et que franchement, c'était pas un cadeau. Que ça risquait de les empoisonner plutôt qu'autre chose. Et donc, elles se mobilisent. Et comme dans toute mobilisation, elle cherche des soutiens. Et donc, elle contacte le Sierra Club, dont j'ai dû citer son nom tout à l'heure, qui est la plus ancienne et la plus grosse ONG, organisation non gouvernementale de protection de la nature environnementale aux États-Unis. Et donc, elles y vont. Et elle contacte les responsables du Sierra Club, et elle leur explique. Les gens du Sierra Club leur disent écoutez, oui, non, on comprend que vous vous mobilisiez, c'est vraiment une sale histoire, là, ce que vous racontez, mais vous savez, nous on n'est pas concernés du tout, hein, parce que votre affaire, c'est une affaire sociale et de santé. Nous, on est dans la protection de la nature. C'est deux choses complètement différentes. Alors, on est tout cœur avec vous, mais on ne peut pas vous soutenir. Ça n'a aucun sens. Bon, après, ça s'est un peu arrangé. Mais, à partir de là, si vous voulez, on peut dire qu'il y a vraiment au moins deux environnementalismes. Le premier, donc, c'est
l'environnementalisme traditionnel. Hein, et si je reviens sur la citation le résumé que faisait Emily H, hein, la protection de la wilderness, c'est vraiment blanc, masculin, et c'est plutôt des riches. Hein. Donc c'est... Alors ça ne veut pas dire qu'il soit mauvais d'ailleurs, hein, mais c'est effectivement la mobilisation d'élites culturelles blanches et de l'Est américain. Et c'est là que c'est différent peut-être avec ce qui serait passé en France. Hein, ces femmes de Los Angeles disent pas ben, la nature c'est une affaire de blanc. Elles disent ah, ben, la nature ça peut être une affaire aussi de noirs, de latinos, mais on va la voir autrement. Et à partir de là, il y a eu toute une fédération, parce que ça c'est un exemple que vous avez pris pour faire saisir la chose, qui ont présenté un autre environnementalisme, qui est un environnementalisme axé sur les questions sociales, sur les questions de santé, et sur nature as a community, ou nature as a community, sur nous sommes la nature. Hein. La nature n'est pas cette chose extérieure, ce paysage extérieur que nous protégeons à l'extérieur, c'est notre milieu de vie. Nous voulons défendre notre milieu de vie. Nous ne voulons pas que le milieu de vie dans lequel nous trouvons soit pollué par une usine de traitement de déchets. Donc, de ce point de vue-là, hein, on peut dire qu'il ne s'agit pas d'abandonner la nature, il s'agit de faire surgir une autre conception de la nature et une autre conception de la politique dans la nature. Alors j'en viens au troisième et dernier point, qui est, bon, qu'en est-il de la politique, hein, et j'y arrivais. Alors là, je vous ai mis une citation un peu longue, excusez-moi, d'une philosophe américaine qui s'appelle John Tronto, et qui est une philosophe de ce mouvement philosophique, sociologique, mais qui est aussi un mouvement politique finalement, qu'on désigne par le nom de Care, hein, qui n'a pas été traduit, parce qu'on n'arrive pas à le traduire. Et si j'ai mis ça, c'est que quand se lance l'écoféminisme, avec Karen Warren en particulier, dont je vous ai cité l'article, dans l'idée qu'il fallait développer une nouvelle éthique environnementale, elles vont beaucoup faire référence au CARE. Hein. C'est à peu près au moment où paraît le livre de Carol Gilligan qui va lancer la question du CARE, hein, d'un autre accès à la morale, d'une autre voie vers la morale. Et d'où cette définition du CARE que donne John Tronto, qui est l'autre philosophe de référence sur le CARE. Hein. Au niveau le plus général, nous suggérons que le CARE soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes, notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Là, vous avez un peu la définition, enfin le moment où se croisent écoféminisme et conception du care, hein, en ce sens où il s'agit... Alors, les questions du care se sont beaucoup développées sur la question de la famille, sur la question des soins, hein, la différence entre care et cure. Mais il ne s'agit pas de l'étendre à la nature, il s'agit de découvrir que dans le milieu de vie, il n'y a pas que des humains, il y a de l'environnement. Hein. Le care comprend tout ce qu'il faut pour entretenir et réparer notre monde. Ce n'est pas simplement des rapports entre des humains, c'est ce réseau complexe que nous faisons avec notre milieu de vie, avec des végétaux, d'autres animaux. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la question du care permet de comprendre ce qu'est une politique écoféministe en matière
d'environnement, la lutte pour le milieu de vie. Et je dirais, on peut rapprocher ça de ce qu'un économiste et militant, qui fait de l'écologie, de l'économie écologique, qui était le Joan Martinez-Allier, quand il dit, finalement, la différence entre les luttes sociales du 19e siècle et les luttes sociales du 21e, c'est que les luttes sociales du 19e et du 20e siècle sont centrées sur le rapport de travail et la lutte des classes comme une lutte autour du salaire du travail. Les luttes du 21e siècle sont des luttes pour le milieu de vie, et donc elles sont inséparablement sociales, environnementales. Alors bon, dans ce qu'ils citent et ce que les gens qui travaillent avec eux citent, où ils montrent que dans tout ce qu'on appelait le tiers-monde, où les luttes sociales sont aussi des luttes écologiques, ça peut être des émeutes pour la nourriture en Égypte, ça peut être des mouvements contre la privatisation de l'eau, il y en a eu énormément en Amérique du Sud, où l'eau a été privatisée. Ça peut être des luttes, alors ce à quoi je faisais allusion avec Vandana Shiva et le Kenya, Matai, là, des luttes contre la déforestation. Et donc, prendre les luttes sur le milieu de vie, c'est voir le lien, parce que c'est un milieu de vie, c'est pas simplement ce lieu séparé qu'est l'usine, c'est l'ensemble du milieu de vie, c'est lier l'environnemental et le social, et c'est aussi répondre à la question de pourquoi dans toutes ces luttes dont je vous ai parlé, les femmes jouent un rôle si important. Alors, on comprend aussi pourquoi les femmes, c'est la vie, pas au sens où la vie serait une sorte de métaphysique, parce que c'est elles qui, justement, elles sont des médiatrices. C'est elles qui mettent en relation les enfants, le travail, les loisirs ou la possibilité de loisirs. Là où toute la vision masculine est une vision spécialisée, finalement, qui vise le salaire et le travail, les femmes, de par la fonction qu'elles ont, réunissent, rassemblent, mettent en relation. Donc ça explique, si vous voulez, cette convergence, cette articulation de l'environnemental et du social et du rôle qui jouent les femmes. Et je dirais, de ce point de vue-là, que c'est particulièrement important au niveau agricole. Alors, je sais bien qu'il y a 50% maintenant de la population mondiale qui vit dans des villes, ça en laisse quand même 50% à la campagne. Et dans les pays qu'on dit pays du Sud, ce qu'on appelle l'agriculture familiale, c'est essentiellement une agriculture menée par les femmes. Et de ce point de vue-là, là je résume rapidement ce sur quoi sont beaucoup intervenues des femmes comme Vandana Shiva. Les femmes sont au croisement de deux injonctions. Elles sont celles qui, en fait, font vivre la famille, et puis elles sont celles qui reproduisent, qui font les enfants. Et donc elles sont à la fois dans les injonctions de démographie, qui peuvent être contradictoires d'ailleurs, parce que les uns vont leur dire, des églises vont leur dire « faites des enfants », et les autres vont leur dire « arrêtez de faire des enfants ». Bon, donc elles sont des injonctions, et en même temps, bon, elles sont dans la question de la faim dans le monde, etc. Elles sont en fait les agents importants, donc ça en fait des agents extrêmement actifs dans les questions écologiques
qui sont, je vais essayer de vous le montrer, indissociables des questions sociales. Et, si vous voulez, ça explique, hein, j'essaie toujours de répondre à la question pourquoi les femmes, c'est elles, d'une certaine façon, qui sont sur le devant de la scène et qui mobilisent des savoirs qui ne sont pas les savoirs dominants, qui ne sont pas les savoirs qu'on apprend dans les écoles. Et de ce point de vue-là, je voulais vous citer c'est toujours dans le volume Reclaim là, dont je vous parle, réuni par Émilie H. Il y a un texte de Vandana Shiva qui raconte, donc c'est au moment, je veux dire, beaucoup des luttes, le mouvement Chipko, hein, beaucoup des luttes qu'elle a menées ont été des luttes de femmes contre la déforestation. Et ce à quoi elle s'opposait aussi bien à des entreprises internationales qu'à un certain nombre d'entreprises en Inde. Hein. Et donc, Vandana Shiva raconte dans l'article qui est traduit dans le volume dont je vous parlais, elle raconte que donc dans la lutte des femmes indiennes contre la déforestation et l'exploitation commerciale des forêts, dans la lutte contre l'abattage des arbres, donc des forestiers indiens arrivent pour couper les arbres, enfin disons des bûcherons, et ils trouvent des femmes qui les attendent avec des lanternes allumées en plein jour. Alors un des exploitants forestiers leur demande « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là avec des lanternes allumées en plein jour ?» Et les femmes lui répondent « Nous sommes venus vous enseigner la foresterie. » Alors le forestier rétorque « Mais vous êtes folle. Comment pouvez-vous connaître la valeur de la forêt, vous qui en empêchez l'abattage? Savez-vous ce que contiennent les forêts? Elles génèrent du profit, de la résine et du bois. Voilà la valeur des forêts. » Et les femmes leur répondent en chantant « Pardon, c'est pas ça. Hein? Que contiennent les forêts? Le sol, l'eau et l'air pur. Le sol, l'eau et l'air pur. Elles contiennent la terre et tout ce qu'elle porte. » C'est ça aussi, nous ne protégeons pas la nature, nous sommes la nature, nous sommes la vie. Donc, cette idée qu'il y a un savoir qui ne tient pas à la nature essentielle des femmes, mais qui tient à leur place et au type de travail qu'elles font, et qui donc est une réponse, une opposition à... Bon, allez vite parce que je vois leur femme qui arrive, je vais vous laisser le temps de discuter, à, disons, un capitalisme international destructeur, hein, les grands projets inutiles et imposés, et que ça a un sens là de parler du savoir des femmes. Donc, pour terminer, toujours sur cette question de politique, ce que font ressortir aussi les textes féministes. Bon, la politique est une affaire de pouvoir. Hein. Bon. C'est pas la peine de s'appeler Michel Foucault pour savoir ça. Mais quel pouvoir? Et on retrouve dans l'écoféminisme une question qui a beaucoup été posée dans les réflexions féministes, et dans la distinction qu'il y a entre le pouvoir sûr, qui conduit à la domination, et alors ce que une écoféministe comme Joanna Macy appelle pouvoir avec, ou une écoféministe comme Starhawk appelle pouvoir du dedans, hein, mais qui est l'idée d'un... Vous trouvez l'idée d'empowerment derrière, là aussi qu'on ne traduit pas vraiment, qui est une façon de développer collectivement du pouvoir, de se renforcer. Là encore, on retrouve l'idée de la médiation, hein, de se renforcer en agissant.
d'une affirmation de soi, qui est une affirmation de soi avec les autres. Et donc, de ce point de vue-là, d'une montée en pouvoir qui n'impliquerait pas la domination, et qui implique aussi, et c'est le dernier élément que je donnerai quand je vous avais annoncé que l'écoféminisme, comme présence des femmes dans les mouvements environnementaux, changeait la politique, c'est que c'est... Et alors c'est intéressant quand on compare justement avec des mouvements environnementaux plus traditionnels par rapport à l'environnementalisme traditionnel, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'instrumentaliser l'action pour obtenir quelque chose. C'est que depuis, que ce soit dans le mouvement des femmes au Pentagone, le mouvement antinucléaire, ou dans Starhawk, dans l'article de Starhawk auquel je fais référence, c'est une présence militante à la Nouvelle-Orléans après le cyclone Katrina. Eh bien, l'action politique devient une fin en elle-même parce qu'on danse, parce que il y a un article d'Inès Racking, je crois, qui dit si on danse pas dans votre manif, j'y vais pas, quoi. Hein. Si ça doit être un genre enterrement, moi je veux y aller pour y trouver de la joie, du plaisir, et pour me changer moi-même en changeant mes rapports avec les autres. Donc, écoutez, je vois que je parlais plus que je ne m'étais engagée à parler. Donc, j'arrête là en espérant vous avoir donné des éléments qui vous permettent de comprendre ce qu'il en est de la diversité de l'écoféminisme, donc dans le lien entre lutte de femmes et lutte environnementale, qui change à la fois, à mon avis, et les mouvements féministes et les mouvements environnementaux. Si j'ai un peu suggéré ça, j'espère ne pas avoir perdu mon temps et je vous remercie. Alors merci beaucoup, merci pour cette présentation. On va passer maintenant aux questions. Vous en avez, levez la main. Sinon, oui. Vous avez dit dans votre présentation qu'il y avait... Attendez, vous parlez un peu fort parce que je vous entends mal. Là. Ok. Vous avez dit que dans votre présentation, il y avait 3 tendances, 3 secteurs, mais j'en ai compris que 2. La politique et la culturelle. Et la troisième, c'était l'extension... c'était l'extension hors des États-Unis. Je me demandais comment vous analysiez le fait que l'écoféminisme, on en a entendu peu parler, et maintenant j'ai l'impression que surtout on entend parler du mouvement plus spiritualiste, justement avec des figures comme Starhawk, le néopaganisme, etc. Et je me demandais comment vous analysez que ce soit plutôt de cette manière-là qu'on retrouve l'écoféminisme maintenant plutôt que d'une manière plus matérialiste. Oui, alors, je suis pas sûr de... Je vais essayer de vous répondre. Hein. Je dois dire, je fais une petite parenthèse et puis je vous réponds. Mais pour vous dire, ce que je connais bien, c'est les mouvements environnementaux. Les variétés de mouvements féministes, je connais moins bien. Donc bien sûr, je sais qu'il y a un matérialisme, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que je connais très bien. Donc je ne vais pas répondre sur ce plan-là. Alors, si on reprend, je m'appuie sur le travail de Caroline Merchant, parce que je vous ai cité un livre, mais elle en a fait d'autres. Si on reprend l'histoire du féminisme et de l'écoféminisme, il y a effectivement très tôt une dimension spiritualiste, religieuse, chez Starhawk, mais chez d'autres. Notamment quand j'ai parlé des années 70, j'ai plus les références exactes, hein, mais je pourrais vous les retrouver. Il y a
toujours dans l'Est des États-Unis, quelqu'un, une femme, qui fait un séminaire dans une grande université américaine, peut-être même Harvard, de relecture de la religion grecque. Et elle va faire ressurgir, vous savez, si vous avez fait de la mythologie, généralement on fait commencer la mythologie avec Zeus et puis les autres, mais il y a des choses avant Zeus. Et en particulier, il y a toute une série de déesses femmes, et en particulier Gaïa. Et donc il a du grec G, hein, la guerre, la terre, G. Et donc, en particulier, quand Lovelock va, se disant que la Terre est un organisme autorégulateur, en fait, s'il va lui donner le nom de Gaïa, c'est qu'il est en contact avec ces féministes qui refont apparaître les déesses recouvertes par la Zeus et le machisme Zeus. Bon, donc il y a, si vous voulez, dans le féminisme américain et dans ce qui va se croiser avec l'environnementalisme, il y a une façon, un petit peu comme elles vont dire, bon, votre nature, on n'en veut pas, mais on veut bien la nature. Elles vont dire, vos dieux, on n'en veut pas, mais on veut des déesses. Et ça a été d'ailleurs tout un point de discussion entre la féministe, historienne de la technique, environnementaliste, qui est Donna Haraway, hein, celle qui a fait, elle est connue pour son article sur les cyborgs, ou cyborgs, je ne sais pas comment on dit, et sa discussion avec Isabelle Stengers, donc philosophe aussi, féministe, environnementaliste et aussi historienne des sciences. Donna Haraway termine son article sur le cyborg en disant, bon, c'est un article, elle se réclame du matérialisme, et c'est un article provocateur en un sens, puisque quelque chose, elle remet en cause la méfiance féminine classique pour la technique, hein. C'est une apologie du cyborg. Et elle termine son article en disant « Je préfère être cyborg que déesse ». Et Isabelle Stengers va lui répondre « Je préfère être déesse que cyborg ». Donc il y a dans ce féminisme une interrogation sur matérialisme ou spiritualisme de ce point de vue-là. Alors moi je vous dirais personnellement, étant assez profondément athée, j'ai un peu de mal à comprendre qu'on se raccroche aux déesses, mais c'est un fait. Alors c'est allié sur le terrain de l'environnementalisme avec, là aussi on peut dire qu'il y a un débat entre matérialistes et spiritualistes, qu'on peut d'ailleurs renvoyer très tôt dans le courant environnemental, dès la fin des années 60, puisque c'est au même moment que paraissent deux articles, qui sont des articles tout le temps cités. L'un, qui est l'article sur qui s'appelle The Historical Roots of Our Ecological Crisis, son nom m'échappe, mais ça se termine. Quelqu'un le connaît, l'article?
Bon, son nom va me revenir. Ça se termine par Junior, mais avec ça, vous n'irez pas loin. Mais c'est le fameux article qui attribue, qui dit l'origine de la crise environnementale, elle est dans la Bible. Hein, elle est dans la façon dont Dieu donne la terre à l'homme en lui disant de faire tout ce qu'il veut. Hein, donc, dimension religieuse. Et on va très vite comprendre que ce n'est pas une attaque du christianisme. C'est dire la question écologique, c'est une question spirituelle. Et puis en même temps, paraît l'article de Gareth Hardin, Gary Hardin, qui attribue, alors c'est sur la tragédie des communs, c'est un article qui a été interprété de quantité de façons différentes, mais au moment où Gary Hardin, qui est un écologue, le publie, c'est de dire ce que je vous disais tout à l'heure. À l'origine de nos problèmes écologiques, il y a la démographie. Donc vous avez d'un côté une explication matérialiste et de l'autre côté une explication spiritualiste. Et ça va continuer. Et si vous prenez quelqu'un comme Vandana Shiva, qui se réclame de notions spirituelles, Pankristi, de notions spirituelles de la tradition spiritualiste indienne, quelle est sa position sur la question ce à quoi je faisais référence en parlant de la démographie, c'est que cette façon qu'ont les scientifiques internationaux, mais aussi les hommes indiens qui veulent à la chinoise, qui veulent leur imposer un contrôle des naissances, c'est de les traiter comme de la nature au sens de... elles sont que de la biologie, quoi. Et on va les réguler biologiquement dans leur reproduction, comme on régule les poules, les vaches en Inde, c'est pas bon, mais ou les récoltes. Et à ça, elle répond en disant, d'une part, nous les femmes, nous avons un savoir de notre corps, hein, c'est pas la peine de nous imposer ça, et en affirmant une dimension spirituelle. Donc je crois que c'est un élément présent qui est de s'opposer, alors c'est net chez Starhawk, hein, de s'opposer aux formes dominantes, au matérialisme dominant, en se réclamant d'un spiritualisme, mais d'un spiritualisme qui est original. Réponse complète. Il est 18h30, on va juste, si on continue, manger du temps sur l'apéritif en bas. Donc si ça vous va, on a encore le temps d'une ou deux questions. Sinon, les personnes peuvent déjà aller à l'apéritif. On les rejoindra. Oui. J'ai une question, vous avez abordé la notion de justice environnementale. Ouais. Et j'aimerais savoir comment le mouvement écoféministe s'est approprié cette notion-là. Je vous demande parce que pour le travail social, par exemple, Lena Dominelli a accusé la définition de justice environnementale comme étant anthropomorphique, et du coup l'a retravaillé, l'a remis à la sauce du travail social, si je peux dire ça comme ça. Et je voulais savoir si l'écoféministe avait fait la même chose. Alors, si vous voulez, bon, il y a eu, quand j'ai raconté l'histoire que raconte Giovanna Di Chirico entre les militantes californiennes et le Sierra Club, je vous ai dit, il y a eu des suites. C'est que les gens du Sierra Club se sont dit qu'ils étaient passés à côté de quelque chose d'important. Et donc il y a eu toute une réflexion, il y a eu des choses publiées là-dessus, etc. Mais si vous voulez, l'accusation d'anthropocentrisme, elle vaut dans une approche en termes de wilderness
Parce que là, on peut dire, ceux qui ne se préoccupent pas de la nature pour elle-même sont des anthropocentristes, et que reconnaître la valeur intrinsèque de la nature, c'est sortir de l'anthropocentrisme. Quand vous prenez la nature comme communauté, d'une certaine façon, la question de l'anthropocentrisme ne se pose plus, puisque vous ne vous mettez pas en dehors de la nature. Ce que vous défendez, c'est une relation avec la nature. Donc, on peut dire, formellement, il ne s'agit pas de donner peut-être autant de droits à la nature aux humains, mais en plus, ces approches en termes de care ne sont pas des approches en termes de droits, c'est des approches en termes de milieu de vie. Et de ce point de vue-là, la critique, je ne pense pas qu'on puisse reprocher à ces mouvements de justice environnementale d'être anthropocentristes, au sens où on peut reprocher à la morale traditionnelle d'être anthropocentriste. Vous voyez, donc la question de l'anthropocentrisme dans les questions de justice écologique se pose quand on a une élaboration d'une certaine façon très traditionnelle des questions de justice. On prend un schéma de Rawls, les schémas de Rawls ne s'appliquent pas. Alors on va dire qu'ils sont anthropocentristes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura encore une autre question? Oui, il y en avait une. Non, vous vouliez en poser une? Non? Non. Là-bas. Oui? Oui, on a quand même l'impression que l'écoféminisme peine davantage à se diffuser en contexte francophone et en France notamment. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est lié à l'histoire particulière du féminisme en France, au fait que l'affrontement entre différentialisme d'une part et universalisme d'autre part est plus violent qu'ailleurs peut-être, et que quand même l'écoféminisme, en dépit de tout ce que vous avez expliqué, est quand même perçu comme un nouveau visage de l'essentialisme. Oui. Je crois que, si vous voulez, oui. L'accusation d'essentialisme est très forte. Il y a aussi le fait que, vraiment, la tradition française, c'est la nature n'existe pas. Des gens qui arrivent en parlant de nature. Et d'autre part, dans les mouvements politiques, si vous prenez un parti politique comme l'Europe Écologie Les Verts, il se dit féministe, mais c'est sur des questions de parité.